Merci. Donc oui, on va revenir sur Périgénomède une nouvelle fois, mais cette fois, on va orienter la présentation sur qu'est-ce que ça implique pour un laboratoire de passer à un projet de cette envergure de dépistage néonatal en génomique. Je vais passer assez vite sur qu'est-ce que Périgénomède. Vous l'avez déjà vu en long, en large et en travers. Sachez juste que c'est un projet d'extension du dépistage néonatal par la génomique. On est dans une première phase qui va consister à séquencer 2500 nouveau-nés répartis sur plusieurs régions, dont les deux FHU Translad et Génomèdes. Et la phase 2, ce sera, si elle est financée et acceptée, ce sera 19 000 nouveau-nés qui pourraient commencer dès l'année prochaine. Donc il y a eu beaucoup de choses, vous allez voir, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles discuter, il y a eu beaucoup de groupes de travail, Laurence l'a évoqué tout à l'heure. Nous, on va plus se concentrer sur ce qui a été fait au niveau du circuit biologique et d'analyse bioinfo, avec un objectif final de rendre un résultat de dépistage néonatal génomique en moins de 4 semaines aux parents. Donc vous connaissez le circuit, on l'a présenté déjà un petit peu, en partant de la consultation d'informations, au prélèvement, au séquençage, à l'analyse bioinfo, le rendu de résultats et éventuellement, si une maladie est confirmée, une prise en charge. Tout ça a impliqué d'établir un certain nombre de choses. Ça reste un projet de faisabilité et d'acceptabilité. On a parlé de la liste de gènes, donc je ne vais pas revenir dessus. On va parler des procédures techniques, du pipeline bioinformatique et puis de la stratégie d'interprétation biologique qui pourrait vous intéresser. D'abord, le premier défi, c'est de s'équiper. C'est un changement de paradigme. Nous, en 2024, à Dijon, on avait un MySeq. Un MySeq et un BioNano. Aujourd'hui, on a créé un centre de séquençage qui s'appelle Neomix. On continue notre activité de soins, la même qu'en 2024, elle a peu évolué, mais en plus de ça, on rajoute le dépistage néonatal en génomique. Donc ça implique un mouvement technologique, PSV, une dimension ou n dimensions de séquenceurs, une dimension bioinfo, on faisait on analysait 1000 exomes par an, qu'on ne séquençait pas mais qu'on analysait, avec un délai de 24 heures. Aujourd'hui, on est à la même chose, sauf qu'on a rajouté 1200 génomes analysés avec un délai de 2 heures. Donc vous voyez, le delta est important. Puis d'un point de vue biologique, c'est pareil. On était sur la même chose, 1000 exomes, plus des génomes oragènes, puisque nous, on dépend de la plateforme oragène, à interpréter pour nos biologistes. Aujourd'hui, ils font toujours la même activité. Et en plus de ça, ils doivent interpréter 1200 panels in silico. Tout ça, ça implique aussi un défi d'investissement. Acquérir un Novasec, ça a un coût. Ce n'est pas la seule chose qu'il faut acquérir pour séquencer des génomes. On avait déjà le BioNano et le MySeq. On a acquis tout un tas d'instruments, notamment des automates et de la bioinfo. Je vais laisser Martin vous développer un tout petit peu plus ce qui s'est passé au laboratoire juste après. Sachez que le total d'investissement, c'est 3,5 millions d'euros. Pour la FHU Génomède, ils étaient déjà équipés avec un Novasec, un 6000, je crois. Ils ont aussi fait le switch vers un X+. C'est un investissement et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, développer et mettre au point au sein du laboratoire. Merci. Donc moi, je vais vous présenter un peu ce qui s'est passé dans le laboratoire. Donc, tout d'abord par les équipements. Donc l'objectif, là, on s'est équipé pour PGC1 et PGC2. Donc c'est des gros équipements qui vont permettre d'absorber l'activité, surtout de PGC2. Donc tout d'abord, on a pris un puncher qui permet de poinçonner les buvards directement dans la plaque, ce qui fait gagner du temps par rapport à si on devait poinçonner individuellement dans des tubes. Et on met la plaque directement dans les automates ensuite pour l'extraction. Donc au niveau automate, on a deux automates Tecan qui sont tout équipés pour faire du NGS et qui permettent aussi de faire les extractions d'ADN. Donc ils ont vraiment tous les équipements pour automatiser au maximum et avoir le moins possible d'intervention humaine. Et donc le séquenceur, un Novasec X+, qui permet de monter jusqu'à 64 génomes en 48 heures. Donc l'objectif de tout ça, c'est d'avoir une bonne productivité, de réduire les risques d'erreur en automatisant au maximum, parce que la principale source d'erreur, c'est quand même l'erreur humaine, et d'améliorer la traçabilité, parce que donc, tous les automates se retransmettent des listes de travail, et ça aussi, c'est automatisé. Ensuite, on va voir un petit peu les tests, les mises au point qu'on a dû faire. Donc on avait une première inquiétude qui était la quantité de sang qu'on aurait sur les buvards. Et on a été très vite rassuré quand on a reçu les premiers buvards. Donc la grande majorité des buvards qu'on reçoit sont comme cela, avec des beaux spots dans lesquels on a largement le matériel pour faire nos librairies et même
réextraire si besoin pour des confirmations ou autre. On a travaillé, donc on a testé plusieurs kits pour savoir sur quel kit on allait partir pour extraire suffisamment d'ADN. On s'est fixé sur un kit d'Illumina. On a un petit peu modifié le protocole de base, donc on fait deux punch en plus par rapport à ce qui était recommandé. On a augmenté le volume dans lequel on digère les buvards et on a augmenté le temps de digestion. Donc au final, sur toutes les extractions qu'on a fait, donc sur la première phase de pyrigénomède, on n'a pas d'échec d'extraction. On a en moyenne 30 microlitres d'ADN à 16 nanogrammes par microlitre, ce qui nous donne largement assez d'ADN pour faire nos librairies. Et on a même la possibilité de réextraire. Ensuite, on a dû faire des tests aussi sur le séquençage et la préparation de librairies. Donc on est parti sur un kit Illumina DNA PCR free. Qui a de nombreux avantages, le fait que ça soit PCR free. Donc d'abord la préparation est rapide. Ensuite on a une couverture uniforme du génome et on n'a pas de duplicate PCR, donc c'est un gros avantage au niveau de la qualité des données. Par contre, un des inconvénients, c'est qu'on a très peu de contrôle sur la préparation des librairies. On ne peut pas les doser précisément comme on le fait habituellement et estimer la taille de nos fragments. Donc voilà, c'est un inconvénient. Donc on a fait un premier essai de séquençage avec ce kit sur le Novasec qui nous a montré deux choses. On avait déjà une quantité de données un petit peu faible par rapport à ce qu'on attendait et une taille d'insert qui était inférieure à 300 bases pour certains échantillons. Donc ça pouvait être des inconvénients, surtout le fait d'avoir assez peu pas peu de données, mais moins que ce qu'on attendait. Donc on a travaillé là-dessus en augmentant la concentration de chargement des flow cells. Donc actuellement on les charge à 350 picomolaires, ce qui est bien plus que ce qui était recommandé au départ. Et on a rajouté une étape de purification à la fin de la préparation pour éliminer les plus petits fragments et donc sélectionner les plus grands et régler ce problème de taille d'insert. L'objectif, c'était de ne pas avoir des échantillons pour lesquels on doit reséquencer, dû soit à un petit manque de données ou alors des tailles d'insert qui ne sont pas bonnes pour l'analyse. Et ensuite, la méthode de dosage, donc, après plusieurs essais, donc il y a deux solutions pour doser, soit un dosage fluo avec une méthode spéciale pour le simple brin, ou la PCR quantitative. Donc au départ, on ne voulait pas faire la PCR quantitative parce que ça rajoute du temps à la préparation, c'est un peu long. Mais finalement, c'est ce qui donne les résultats les plus reproductibles et qui permet justement d'éviter d'avoir des besoins de reséquencer certains échantillons, donc ce qu'on veut absolument éviter, dans un souci d'avoir le bon délai de rendu des résultats. Et un autre, ce que nous a révélé aussi ce premier essai, c'est que le séquençage n'était pas du tout uniforme entre les échantillons. Donc là, on voit la profondeur moyenne. Donc on voit des échantillons qui sont largement surséquencés à plus de 60x et d'autres tout juste à 30x, sachant qu'on n'avait que 48 échantillons, là, alors que théoriquement, on aurait pu en mettre jusqu'à 64. Donc si on avait chargé avec plus d'échantillons, on aurait clairement eu des échantillons sous-séquencés. Donc pour ça, en fait, on sait que les index qu'on utilise lors de la préparation n'ont pas tous la même efficacité lors du séquençage. Il y a des facteurs de correction qui sont donnés dans le protocole pour corriger ça, mais on s'est rendu compte que ces facteurs, ils n'étaient pas forcément très efficaces. Donc on a élaboré notre stratégie, on a déjà éliminé les index qui ont les facteurs de correction les plus forts ou les plus faibles. Et ensuite, on a reconditionné les plaques d'index pour garder que ceux qui nous intéressent. On n'applique plus les facteurs de correction et on fait un suivi de la performance des index dans nos conditions et pour essayer de recréer nos propres facteurs de correction avec l'expérience de plusieurs runs. Merci. Je vais poursuivre par les défis bioinfo qu'on a pu relever. Un des défis majeurs, c'est l'accélération. On a analysé des génomes il y a 3-4 ans en quelques jours, 96 heures. Aujourd'hui, on est à ce que vous voyez, avril 2025. On est entre avril 2025 et le semestre CAST. On est entre 3 heures et 1 heure de temps d'analyse bioinformatique. C'est-à-dire que du moment que j'ai les données, 1 heure et demie après, en moyenne en ce moment, j'ai le résultat.
Comment on a fait ça? De plusieurs façons. On a changé de paradigme sur le matériel informatique. On est passé de CPU, des processeurs classiques que vous avez dans vos ordi, à des GPU, des processeurs graphiques. Ça permet de paralléliser très très fort. On a changé aussi de méthode, on a beaucoup plus paralysé certains process. Une des choses qui nous inquiétait et qui vous inquiète aussi, j'ai l'impression, c'est combien de variations les biologistes vont avoir à interpréter à la fin du processus d'analyse bioinfo. Pour essayer de déterminer ça, on a fait un test. On a pris 92 individus qui n'étaient pas de la population générale. On ne séquence pas de population générale dans les laboratoires de génomique en général, mais qui étaient des parents qui étaient non atteints d'une maladie, mais qui étaient potentiellement porteurs de HIT. Et puis, on a appliqué notre protocole de sélection. Et puis, vous pouvez voir ici les chiffres. On se retrouve avec un petit 11% d'individus pour lesquels il faut interpréter manuellement une ou plusieurs variations, avec un petit 2% de positifs à la fin. Vous allez voir, ça c'est la théorie, la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Alors, les défis que les biologistes ont rencontrés, on les a déjà évoqués, donc je vais peut-être aller un peu plus vite, mais c'est une interprétation en solo. Les parents ne sont pas séquencés, donc il n'y a pas de ségrégation parentale. Il n'y a pas de clinique. L'enfant, il va bien. Dans la majorité des cas, il va bien, il n'a pas de phénotype. Donc on ne peut pas faire de corrélation phénotype-génotype. Les critères ACMG, je crois que c'est Alban qui l'a évoqué tout à l'heure, ils sont partiellement adaptés. Il y en a qui ne sont pas adaptés. Les deux premiers que je viens de vous citer, plus la ségrégation familiale avec un autre membre de la famille, ce n'est pas possible. Puis il y a des maladies dans plein de domaines différents. Les biologistes ne sont pas tous experts de toutes ces maladies. Il y a de l'hémato, il y a de la métabo, il y a de l'immuno, il y a des maladies sensorielles. C'est difficile, les biologistes ne sont pas experts de tout ça. Donc on a besoin d'un réseau d'experts qui peut être mobilisé rapidement et de bases de données qui peuvent être accessibles facilement pour répondre simplement aux interprétations. Et puis il y a l'urgence, le contexte d'urgence, il faut aller vite, donc il faut organiser beaucoup de choses, aussi bien les process au laboratoire que bioinformatique, mais aussi au sein de l'interprétation. Donc la stratégie d'interprétation, la voici, sans aller dans le détail profond pour ne pas se mettre en retard. Il y a une grosse porte d'entrée, c'est est-ce qu'une variation est détectée comme ayant un caractère pathogénique dans une base de données connue. Ici, c'est marqué ClinVar, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi des bases de données fournies par des experts de gènes. Et ça, c'est la porte d'entrée. À partir de là, on va pouvoir commencer à récupérer ces variations-là et les donner au biologiste qui les interprétera à la fin. Il y a des subtilités. On peut aussi récupérer des variations troncantes dans un cadre dominant qui sont peu fréquentes et qui ont des scores bioinformatiques intéressants. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait automatiquement. Je vais vous montrer les chiffres de ce qu'on reçoit, ce que les biologistes ont à interpréter après. Donc, les inclusions, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de choses qui se passent concernant le buvard. Pendant les inclusions, on a ce qu'on appelle au laboratoire des non-conformités. Les qualiticiens ont pris le pouvoir. Et du coup, on a par exemple, prélèvements qui arrivent au laboratoire, mais dont les enfants n'ont pas été screenés. Dans ces cas-là, le buvard est détruit. On a des reprélèvements, très peu. On a quelques changements d'avis, donc là aussi, il faut détruire le buvard. Puis il y a d'autres petits problèmes, des problèmes de rentrée de données, etc. Pendant le traitement du buvard, il peut se passer des choses aussi. On a, au 1er septembre, on avait 580 nouveau-nés inclus, 547 séquencés. On a eu seulement 4 échecs de séquençage. Un échec de séquençage, le critère principal, c'est une profondeur moyenne sur le génome inférieure à 30x. Qui ont été reséquencés. Donc, on a eu 24 redos, mais parce qu'il y a eu une panne de Novasec, donc il fallait juste repasser les librairies. Donc, je vous montre les premiers résultats, ce sont les délais. Alors c'est un peu petit, je suis désolé, j'ai essayé de mettre tous les patients aussi. Vous avez l'échelle de temps en bas qui n'est pas très linéaire, puisque les inclusions ne sont pas linéaires, les naissances ne sont pas réparties de manière équitable dans le temps. En bas, la ligne de base, vous avez la naissance, et puis vous avez la limite qu'on a essayé de s'imposer, qui est à 28 jours. Je n'ai pas de pointeur, c'est pas grave, il est là, qui est cette ligne jaune ici. Donc vous pouvez voir, il y a différentes étapes. Ce qui est en gris, ce sont les inclusions. Tout ce qui est jaune-rouge, c'est la partie laboratoire. Vert, violet, c'est la bioinfo. Et puis tout ce qui est marron, c'est l'interprétation. Et après, il y a un délai de rendu. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que la médiane de rendu, elle est à 15 jours. 15 jours de délai de rendu à partir de la date d'inclusion, qui ici est la date de naissance. Si je prends que le laboratoire, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai le buvard, que je fais l'extraction, la préparation de librairie, le séquençage, la bioinfo et l'interprétation, on est à 3,2 jours. Donc on peut aller vite, on peut aller très très vite si on veut et si on le peut.
Donc, vous pouvez voir, il y a des écueils. Hein, je vous les ai soulignés. Par exemple, ici, vous pouvez voir, il y a des grosses barres rouges. Hein. C'est le moment de la panne du Novasec. Hein. Pas de Novasec, indisponible pendant quelques jours, les échantillons attendent. Quelle solution pour contrer ça? Avoir une deuxième machine, une machine de backup. Si la première elle est plus utilisable, vous pouvez utiliser la seconde. Ici, par exemple, vous voyez, bon, c'est subtil, mais vous voyez les petites barres violettes un peu élevées. Là, c'est pareil, c'est une panne du cluster de calcul. Donc, les analyses Bioinfo, au lieu de prendre quelques heures, elles ont pris quelques jours parce qu'il fallait attendre que la machine de calcul soit réparée. Donc là, c'est pareil, avoir plus de redondance sur la machine de calcul permet d'éviter ça. Vous voyez des gros blocs bleus comme ça, là. Alors ça, j'en suis pas forcément très fier, mais c'est un problème de transmission des résultats. Hein. C'est-à-dire qu'on est en plein milieu du mois de juillet, il y a des vacances, donc les résultats ne sont pas forcément transmis à la minute. Comment on change ce délai inapproprié? On automatise plus. On ne fait pas de rentrée manuelle de données. On va automatiser encore plus les choses. Et puis, vous avez ce genre de choses où vous avez la grosse barre grise, là, qui est très longue, c'est un délai de réflexion. Les parents, ils ont le droit de réfléchir, ils ont le droit de changer d'avis. Quelle solution il y a? Il n'y en a pas, il n'y a pas besoin d'en avoir. Peut-être que c'est juste pas une très bonne métrique à mesurer. Et puis vous avez les résultats, positifs ou négatifs, hein, qui demandent des fois d'aller confirmer, soit par une deuxième technique, soit de demander un avis. Il faut que l'expert à qui on demande l'avis soit là, et puis qu'il ait envie de vous répondre, et puis qu'il soit disponible, hein, qu'il ait le temps. C'est pas si simple. Hein. Comment faire pour aller plus vite? Constituer des bases de données, de plus en plus, récupérer toutes les variations, les agréger, et puis avoir un réseau un peu plus structuré. Déjà, il était déjà très structuré, nos temps de réponse sont très rapides. Et puis, il y a des fois une vérification Sanger à faire, dans certains cas. Alors, combien de variations on a interprété dans tout ça? Sur les 547 nouveau-nés, on a en moyenne 5 millions de variants, 1600 CNV, c'est pas très important. La première chose qu'on fait, c'est appliquer un filtre sur les listes de gènes, où on divise par beaucoup. Hein, vous voyez, on n'est plus qu'à 140 000 variations ponctuelles et puis 200 CNV. Et ensuite, on va réappliquer une règle de filtration où là, on va avoir beaucoup moins de variations. On n'a plus que 158 nouveau-nés avec quelque chose à lire hein, sur les 547. C'est beaucoup, c'est 29%. C'est beaucoup plus que les 11% qu'on avait au tout début, rappelez-vous. Puis après l'interprétation biologique, on se retrouve avec 8 nouveau-nés pour lesquels on a un résultat positif. Dans ces 158, vous allez voir, il y en a quelques-uns qui ont été discutés. En finale, on a rendu 10 variations, 10 SNV, 0 CNV. On n'a pas rendu de CNV encore. On en détecte, mais pour l'instant, on n'a pas rendu de pathogène. Donc voilà un petit peu le schéma, le workflow d'interprétation, les différents chiffres. Je ne vais pas tout commenter, hein, mais vous voyez à chaque étape le nombre de variations qu'on élimine automatiquement au début, et puis dans l'interprétation humaine qui reste à faire. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Il y a une sélection de variations, il y a une RCP, puis après il y a des avis d'experts, etc. Ce qui fait qu'à la fin, et de temps en temps des contrôles Sanger quand on n'est pas bien sûr, ce qui fait qu'on rend quand même 1,5% de résultats positifs, ce qui est comparable à différents projets de dépistage néonatal par la génomique. Alors je vous refais la liste des résultats, mais Laurence l'a déjà montré, l'a déjà commenté. Là en plus, ce que j'ai rajouté, c'est l'avis. Hein, sur les 8 positifs, on a demandé un avis. C'était le tout premier d'ailleurs, le TSC2, la sclérose tubéreuse de Van Neuville que Laurence vous a évoqué tout à l'heure. On a demandé un avis à Renaud Touraine au CHU de Saint-Étienne, qui a été très rapide, hein, en quelques heures, jours, il nous a répondu. Il nous a dit qu'il fallait rendre cette variation. Donc, vous pouvez voir qu'on a un tiers de G6PD, comme évoqué, hein, quasiment 37%. Je souligne ici, vous voyez les petites étoiles, les petites astérisques. Les G6PD, au début, on ne les a pas détectés. On ne les voyait pas. On se posait la question, c'est bizarre, il n'y a pas de G6PD, alors que tout le monde nous dit que c'est très fréquent. En fait, on s'est aperçu que notre pipeline les filtrait. Hein, il les enlevait systématiquement pour une raison bête, hein, c'est que la transmission qu'on avait mise à côté n'était pas la bonne. On a corrigé ça et on est revenu dessus. Hein. C'est comme ça qu'on a récupéré ces variations de G6PD et que maintenant on les détecte en routine très simplement. Je vous fais 4 petits exemples emblématiques. Hein. Les 2 premiers qui sont sans demander d'avis. Donc, la variation GJB2 homozygote, hein, elle a été évoquée tout à l'heure. Un hotspot mutationnel rendu positif, pas vraiment de demande d'avis. C'était simple, vous voyez, elle est propre. Si vous êtes habitué de la visualisation sur IGV, ici, là, elle est assez propre. La seconde, c'est pas tout à fait pareil.
C'est une variation dans CBS homozygote. Vous voyez, elle n'est pas très belle, hein. Il y a des barres blanches partout là. Alors pour ceux qui sont un peu familiers d'IGV, ça veut dire que l'alignement n'est pas très bon. Donc là, on a fait une confirmation en Sanger. Il s'avérait que c'était un faux positif et donc on l'a finalement pas rendu. Ça a pris un peu de temps. Puis voici 2 cas où on a demandé un avis d'expert qu'on a rendu derrière. La TSC2 hétérozygote, hein, la sclérose de Bourneville, qui était rendue positive après l'avis d'expert, je l'ai voté juste avant. Et puis une VWF hétérozygote, où là, on a demandé un avis d'expert à Christine Vinciguera et Christophe Zawadzki à Lille, qui nous ont dit que non, après avis, il fallait pas rendre cette variation. Donc les avis d'experts, plus souvent, nous disent, parce que c'est le hasard, j'imagine, hein, de la sélection, qu'il ne faut pas rendre cette variation. En conclusion, en perspective, on démontre, je l'espère, qu'on peut faire ce dépistage néonatal en génomique en moins de 4 semaines avec le rendu résultat. La médiane est à 15 jours. On a un taux de positif de 1,5% qui est semblable à d'autres études comme le Guardian ou Generation Study, avec un tiers de G6PD, c'est fréquent. On a un taux de reséquençage qui est faible, 0,7%, c'est semblable à ce qui se passe dans le diagnostic sur 100. L'interprétation humaine reste élevée, elle est en baisse. Le pipeline évolue au fur et à mesure des avis des biologistes. On était à plus de 35% au tout début du projet, maintenant on est plus aux alentours de 20%. On est dans une moyenne glissante qui va vers le bas. Les avis d'experts sont fréquents, mine de rien. Vous allez vous dire, 1,3% c'est pas beaucoup, mais quand vous ramenez ça au taux de naissance annuel, imaginez que dans 20 ans on fasse le dépistage génomique, qu'il faille demander 1,5% d'avis, ça va faire 10 000 avis à demander. C'est énorme, hein. C'est monopoliser du temps de professionnels de manière importante. Comment on fait pour transférer tout ça en vie réelle ? C'est quoi les enseignements de cette première partie de projet ? Il faut automatiser, il faut optimiser les workflows de tout, hein, de la préparation de librairie au séquençage à la bioinfo. Il faut créer de la redondance d'équipement. Les pannes, ça existe, personne ne peut les prévoir. Il faut essayer de faire de la redondance. Il faut adapter les critères de classification et nos habitudes d'interprétation. Développer plus de supports automatisés pour l'interprétation biologique, des modèles d'IA par exemple, ce genre de choses, il faut y réfléchir. Développer des bases de variation génétique curées, exprès pour le dépistage néonatal. Organiser, structurer un réseau national d'experts pour les listes de gènes du dépistage néonatal, qu'on peut mobiliser assez rapidement, et puis rendre accessible le coût, hein, ça veut dire qu'il faut diminuer le coût au maximum du dépistage néonatal. Et puis on se pose aussi la question de la technologie de long grid, pseudo-long grid, hein, comme par exemple la constellation d'Illumina ou de l'Oxford Nanopore, hein, à l'avenir. Est-ce qu'il y a une place pour ce genre de technologie dans ce genre de projet ? Tout ça, ça va être adressé dans le projet qui s'appelle PGC2, Perigenomic Clinics 2, qui a été soumis à la prévention AIS-BPI, dont on aura la réponse début octobre. Je m'arrête en remerciant tout le monde. Il y a beaucoup de noms, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, navré, mais dans l'ensemble, je remercie évidemment les équipes cliniques et puis un focus sur le groupe de travail bioinfo biologique qui s'est réuni plusieurs fois et dont les discussions étaient quand même assez enrichissantes. Les équipes de coordination des deux FHU, les chefs de projet, et puis évidemment les financeurs, hein, je ne vais pas tous les citer, mais les principaux, AXA, la FM Téléthon, Illumina qui finance les réactifs et qui met aussi à disposition le logiciel que Nicolas Rosereau vous a présenté tout à l'heure, ImageGen, pour qu'on puisse tester et comparer les méthodes d'interprétation. Merci de votre attention. Merci. Merci à tous les deux pour ces conclusions très éclairantes. Y a-t-il une question en lien avec la présentation ? Sylvie va récupérer le micro. Peut-être une dernière question avant d'aborder la table ronde. Vos compétences à vous, du coup, elles sont quand même cruciales, elles sont stratégiques dans toutes nos discussions. C'est un métier en tension, ça se passe comment, les bioinformaticiens ? Ouais, alors je veux pas dire que mon métier sert à rien de toute façon, mais oui, en effet, je pense qu'il y a beaucoup de CHU qui essaient de recruter des bioinformaticiens, qui ont du mal à le faire. C'est un métier en tension, il y a peu de gens compétents et il y a beaucoup de demandes sur le marché, donc évidemment, on encourage les formations, on encourage les gens à se former, mais c'est évidemment un point clé. Mais ce n'est pas le seul, hein. Les biologistes aussi, par exemple, sont un métier où on a besoin de beaucoup de mains, hein, clairement. Et vous trouvez professionnellement ?
quand vous travaillez à Dijon, ça vous va bien? Vous pourriez être ailleurs, finalement. Il y a un patron qui est là, qu'est-ce que vous voulez répondre? C'est le moment de faire monter les enchères. Vas-y, elle écoute pas. Elle écoute pas, on peut y aller. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait, je sais pas, 15 ans que je travaille à Dijon. C'est épanouissant, sinon je ne resterai pas là-bas. Puisque, comme je vous l'ai dit, il suffit de taper dans un arbre et il y a 10 jobs qui tombent. Hein. C'est facile en bioinformatique. Donc, en effet, c'est un bel endroit pour faire de la génomique. Voilà, le message est passé. Merci. Au final, Yanis, il te faudra combien de tâches de sang pour faire à la fois le métabolique et le génomique? Alors, je ne sais pas combien il en faut pour le métabolique. 5 à toi, 6. tu peux répondre. 5 à 6. Ah ouais. Ouais. Bah, pour l'instant, nous, avec une en génomique, on y arrive. Une seule. Ouais, mais quand il n'y a aucun problème. Parlez bien dans le micro en même temps, Martin. Oui, quand on a des tâches comme celle qui était sur le buvard, qui était en photo là, une seule, c'est suffisant. Ouais. Bon, Ça deux rejoint par la sécurité, discussion de c'est ce bien. matin là, sur des gens de terrain. Là, en fait, classiquement, on prélève au buvard, enfin au talon, mais il y a beaucoup de professionnels qui préfèrent faire une prise de sang. Moi, je suis convaincue que c'est moins douloureux aussi. Hein. Et est-ce que c'est pas de meilleure qualité quand même quand c'est pas prélevé au talon, justement, parce que ça fait des belles taches bien grosses. Alors là, je sais pas comment elles sont faites, celles qu'on a. Je suis pas allé voir à la maternité comment ils les font. Je sais pas, peut-être que vous savez. Mais ouais. Bon, en tout cas, on n'a pas vu de différence spécialement sur les buvards. Donc, et au niveau qualité, comme on n'a pas d'infos, on peut pas. Mais peut-être que si ce on serait avait une l'info, information à on pourrait- recueillir pour voir s'il y a une Ouais. différence entre les deux quand même. Si en quantité d'ADN extrait, vous êtes meilleur avec du veineux, peut-être que c'est une piste supplémentaire à la réflexion. Et ce sont plus que des détails, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On va accueillir les invités de notre table ronde. Merci encore.